Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes sur Média Afrique News en direct de Libreville, d'où nous émettons. Dans l'actualité ce soir, le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno est arrivé en France le 20 juin, où il prendra part au sommet pour un nouveau pacte financier mondial qui va se dérouler du 22 au 23 juin 2023 à Paris. Fin de fonction pour le ministre de la Communication Mohamed Boulis Mani. Qu'est-ce qui serait à l'origine de cette décision brusque? Jusque-là, les raisons de ce limogeage n'ont pas été mentionnées. Et pour finir, nous ferons un tour hors du continent où nous parlerons de la mission à Beyrouth du nouvel envoyé spécial d'Emmanuel Macron. Il doit tenter de faciliter une solution dans le pays qui est sans président depuis plus de 8 mois. Première information de cette édition. Le président tchadien, le général Mahamat Idriss Déby Itno, a quitté le Tchad dans l'après-midi du 20 juin 2023 pour Paris en France sur l'invitation de son homologue français Emmanuel Macron, où il prendra part à un sommet pour un nouveau pacte financier mondial prévu du 22 au 23 juin prochain. Brahim Payonfou, notre correspondant au Tchad. Atterri sous le sol français, le chef de l'État est accueilli par les personnels diplomatiques en poste dans l'Hexagone sous la conduite de l'ambassadeur Kedala Younoussa Hamidi ainsi de quelques membres de la colonie tchadienne vivant en France. À sa descente de l'avion, le chef de l'État a salué chaleureusement les officiels et la colonie tchadienne ayant fait le déplacement de l'aéroport pour l'accueillir. Le général Mahamat Idriss Déby Itno est arrivé en France sur l'invitation de son homologue français Emmanuel Macron dans le cadre du sommet pour un nouveau pacte financier mondial qui se tiendra du 22 au 23 juin 2023 à Paris. Dette et affectation des droits de tirage spéciaux, bilan et perspectives, tel est le thème de ce sommet qui est une occasion unique pour discuter des enjeux financiers mondiaux et de trouver des solutions durables pour favoriser une croissance économique équitable et inclusive. Pour la part du Tchad, c'est le président de transition, le chef de l'État, le général Mahamat Idriss Déby Itno en personne qui va apporter à cet exercice d'établissement des nouveaux pactes financiers mondiaux. À cette assise, le Tchad est appelé à jouer un rôle clé lors de ces négociations cruciales pour l'avenir du monde. Notons que ce sommet sera suivi de près par les médias du monde entier. Les attentes sont élevées quant aux résultats concrets qui pourraient émerger de ces échanges. En République démocratique du Congo, l'armée a mis la main sur un officier de liaison entre les terroristes M23 et la milice Zaïre dans le territoire de Djougou en province de l'Ituri. Reportage à Mourimani Christian, notre correspondant en RDC. Cet officier de liaison entre la milice communautaire Zaïre et les terroristes M23 arrêté dimanche par le service de sécurité dans le territoire de Djougou a été présenté au gouverneur militaire de l'Ituri. Sans la vigilance des forces de défense et de sécurité, cet officier de liaison allait passer inaperçu et franchir la barrière érigée par les éléments de l'armée loyaliste, a affirmé le gouverneur militaire et commandant des opérations à Ituri, le lieutenant-général Johnny Luboya Kanchama. Cet officier de liaison avait pour mission d'explorer la région et de déposer les tenues militaires aux éléments de la milice Zaïre. Ce monsieur que vous voyez là a eu comme mission, je pense qu'il doit être quelqu'un chargé de morale et tout. Il a eu pour mission d'aller déposer, vous voyez, ces tenues-là. Cette tenue, parmi ces tenues, il y a celle-là. Cette tenue, c'est une tenue que vous avez vue à Goma, que le M23 mettait. Et vous savez pourquoi ils ont mis ça. Nous avons toutes les informations. Venez, allez, vous allez encore attaquer Bunia. Venez arriver à Bunia. Parce que vous pensez que vous êtes fort. Et là, je parle à toute la population, toutes les communautés ituriennes. Je vous prends à témoin encore aujourd'hui. Parce que le jour où ça va arriver, le jour où ces gens-là vont oser, je ne voudrais pas que les gens commencent à dire des histoires, ah, vous savez, oh, massacre, ou ceci, ou cela. Là, vous êtes en train d'être prévenus. La milice Zaïre, à l'instar de la Codeco des tendances Lendou, est un groupe armé proche de la communauté Ema, menant des exactions dans les territoires de Djougou.
Direction le Mali où les Maliens ont été appelés dimanche dernier à se prononcer sur la nouvelle constitution. Un scrutin référendaire qui s'est déroulé sans incident majeur. Cependant, la non-participation de la région de Kidal, ville du nord du Mali, contrôlée par la coordination des mouvements de l'Azawad, risque de jouer sur la légitimité du référendum. À Bamako, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta et son gouvernement ont pu remplir leurs devoirs civiques sous bonne escorte. Selon la tendance de la mission d'observation électorale au Mali, Modèle Mali, le taux de participation s'élève à 28% dans les 13% des 24 000 bureaux de vote sur toute l'étendue du territoire national. Nos correspondants locaux Idrissa Kantao et Bourema Soulo ont suivi pour nous le déroulement de ce référendum. Environ 8,4 millions d'électeurs avaient la possibilité de se prononcer en faveur ou non de cette nouvelle réforme constitutionnelle. Les bureaux de vote ont ouvert à 8 h dimanche matin. Les élections se sont déroulées avec succès dans ces bureaux de vote de la commune 6 du district de Bamako. Nous avons commencé à 8 h et après les votants sont venus un par un, pas eu de problème de notre côté en tout cas. Puis nous sommes en train de remplir les papiers nécessaires pour la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, la mairie, les archives des mairies et autres. Les Maliens ont afflué les bureaux de vote à travers tout le pays pour participer au référendum. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les avis sont partagés sur l'opportunité d'une nouvelle constitution. J'ai voté oui. Moi, j'ai même voulu dire à la dame de garder le bulletin rouge. Mais bon, ils m'ont dit d'amener les deux. Ça dit que ce qui m'a motivé à venir donner mon point de vue sur la constitution là, c'est que on pardonne à tous ceux qui se sont passés avant l'application de cette nouvelle constitution. Est-ce que vous voyez? Ça, je ne suis pas d'accord avec ça. J'ai voté non. Pendant ces temps, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a accompli son devoir civique à Kati. Après avoir déposé l'enveloppe dans l'urne, le chef de l'État assure que la nouvelle constitution, si elle passe, garantira la stabilité du pays. Je suis convaincu que ce référendum ouvrira la voie à un Mali nouveau, un Mali courant, un Mali fort, un Mali efficace, un Mali au service du bien-être des populations. Et je voudrais lancer aussi un appel à tous les Maliens, quelle que soit l'issue des résultats de ce référendum, de se donner la main, de faire l'union sacrée autour du Mali. Malgré la détermination des autorités de transition et de nombreuses missions de bons offices de la médiation internationale, le référendum n'a pas pu avoir lieu à Kidal, une ville du nord contrôlée par d'anciens rebelles séparatistes. Bamako n'a pas accepté leur demande de report. Désormais, tous les regards sont tournés vers la Cour suprême quant à la légitimité du référendum. À la faveur de sa visite officielle en Côte d'Ivoire, le président congolais Denis Sassou Nguesso a été élevé au rang de Grand Croix dans l'ordre national ivoirien. C'est son homologue, le président Alassane Ouattara, qui a fait porter l'insigne de cette plus haute distinction ivoirienne au cours du dîner qu'il a offert à son hôte. Le récit avec Pierre Sonozu. C'est au cours d'une visite officielle en Côte d'Ivoire le 12 juin dernier que le président congolais Denis Sassou Nguesso a été honoré par son homologue Alassane Ouattara, et ce, après avoir été élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national de Côte d'Ivoire. Une distinction qui honore les efforts personnels et le service rendu à la nation ivoirienne. Pour le président Alassane Ouattara, Denis Sassou Nguesso, alors président en exercice de la CEAC, a jadis joué un rôle majeur dans la crise ivoirienne en réunissant sur une même table les différents acteurs politiques du pays des éléphants. En plus de cela, cette distinction honorifique à l'endroit du président congolais vient également raffermir les relations d'amitié et de coopération entre son pays, le Congo, et la Côte d'Ivoire. Décerné depuis 1960, Denis Sassou Nguesso est le premier dirigeant africain à être élevé au rang de Grand Croix. Il est, par ailleurs, le troisième chef d'État étranger, après Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron, à recevoir cette distinction honorifique. C'est donc un véritable akwaaba qui a été réservé au chef d'État congolais, ponctué par ce dîner de gala offert par le couple présidentiel.
Dans le toast qu'il a prononcé à l'occasion de cette cérémonie riche en sonorités des deux pays, Denis Sassou Nguesso n'a pas manqué de saluer à son tour la pérennité de l'héritage laissé par Félix Houphouët-Boigny, mais aussi l'excellente relation entre les deux nations et leur volonté commune de les consolider. Nous pouvons nous réjouir de l'excellence des relations d'amitié, de coopération et de solidarité qui unissent nos deux pays, ainsi que la volonté de nos gouvernements et de nos peuples de les diversifier et les pérenniser. Toutefois, nous devons admettre qu'elles sont encore loin de traduire l'immense potentiel qu'offrent les économies de nos pays. Face à ce constat, nous devons œuvrer à leur diversification et à leur rationalisation. À propos de la rationalisation évoquée plus haut, nos relations devraient, pour plus d'efficacité, continuer de se renforcer dans le cadre d'un partenariat économique et politique privilégié, adossé à certains secteurs clés tels que l'agriculture, l'énergie, la formation, l'environnement, la sécurité et le transport. Par ailleurs, le président Alassane Ouattara a indiqué que les efforts constants déployés par son homologue congolais ne se limitent pas en Afrique centrale, mais dans l'ensemble du continent. Je vous l'annonçais déjà en titre, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a limogé le ministre de la Communication mardi 20 juin, une sanction qui fait suite à la diffusion par un média privé d'une fausse information qui a été démentie par les autorités algériennes. Écoutons. Mohamed Bouslimani, démis de ses fonctions de ministre de la Communication ce mardi 20 juin par le chef de l'État algérien Abdelmadjid Tebboune. C'est par le biais d'un communiqué de la présidence qui n'est pas revenu sur les raisons de cette décision. Toutefois, selon plusieurs confrères à Alger, ce limogeage du ministre de la Communication serait dû à la diffusion par un média privé d'une information faisant état de l'expulsion de l'ambassadeur des Émirats arabes à Alger pour espionnage, et ce, après l'arrestation de 4 espions émiratis qui opéraient pour le compte du Mossad, un service de renseignement extérieur israélien. Quelque temps après la diffusion de cette information sur le site du journal privé Enar, les autorités algériennes n'ont pas tardé à réagir en apportant un démenti à cette information. Par ailleurs, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères rejette en bloc les informations selon lesquelles le ministère aurait sommé l'ambassadeur émirati de quitter le territoire national et réaffirme que ces informations sont fausses et infondées et que les communiqués du ministère sont la seule source d'information. Rappelons que Mohamed Boulsimani occupait les fonctions de ministre de la Communication depuis novembre 2021. Dans le cadre de son plan de transition énergétique, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a reçu les premiers ministres danois et néerlandais pour la mise en place d'un fonds d'hydrogène vert d'une valeur de 1 milliard de dollars. Par mois. Alors que plusieurs pays se positionnent sur l'hydrogène vert, c'est au tour de l'Afrique du Sud de s'implanter comme pionnière dans le développement et le commerce de ce secteur en Afrique. En effet, le président Cyril Ramaphosa a rencontré le lundi dernier le premier ministre néerlandais Mark Rutte et son homologue danoise Mette Frederiksen dans le cadre du lancement d'un fonds d'hydrogène vert d'une valeur de 1 milliard de dollars. Le gouvernement Ramaphosa a salué les efforts de ses homologues chefs de gouvernement en affirmant que leurs investissements dans les énergies renouvelables seront bénéfiques à tous, avec des conditions climatiques favorables pour développer de l'hydrogène vert à partir du solaire et de l'éolienne. Le plan de transition énergétique du pays semble plus que réalisable. Le pays arc-en-ciel cherche également à mettre en place un pôle d'exportation d'hydrogène vert et à utiliser des énergies renouvelables sans plus produire de gaz à effet de serre.
L'ONU a fait les comptes et le constat est alarmant. Le chiffre record des déplacés dans le monde est de 110 millions. À l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés qui s'est tenue hier, le chef des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé la communauté internationale à se mobiliser davantage pour réinstaller les réfugiés et les aider à se reconstruire. Michael Ba. Le nombre de déplacés forcés a atteint 110 millions à travers le monde. C'est un constat très inquiétant car jamais auparavant, le nombre de personnes contraintes de quitter leur foyer n'avait été aussi élevé. Ce record est en constante augmentation selon le chef de l'ONU, Antonio Guterres. More than 100 million people living in countries rocked by conflict, persecution, anger and climate chaos have been forced to flee their homes. Un pic qui s'explique par les conflits armés, entre autres la guerre en Ukraine et même les affrontements au Soudan ces dernières semaines. Résultat, des femmes, des enfants et des hommes entreprennent des voyages difficiles, subissant fréquemment violences, actes d'exploitation, discrimination et sévices. À l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés, Antonio Guterres a appelé la communauté internationale à offrir davantage de moyens pour les secourir. These include solutions to resettle refugees and to help them rebuild their lives in dignity. We need greater international support for host countries, as called by the Global Compact for Refugees, to boost access to quality education, decent work, health care, housing and social protection. And we need much stronger political will to make peace so refugees can return safely to their homes. Les réfugiés méritent le soutien et la solidarité. Pas de frontières fermées ni de refoulement. Et les armes doivent se taire si nous voulons que cet exode cesse. C'est ce qu'a rappelé le chef des Nations Unies. Il a toutefois déploré que la Journée mondiale des réfugiés de cette année coïncide avec l'annonce que plus de 1,5 million de personnes ont fui le Soudan pour se réfugier dans les pays voisins. Partons au Burkina Faso où l'insécurité dans les zones de production agro-silvo-pastorale semble laisser des séquelles sur le quotidien des Burkinabés. Une situation qui impacte directement le marché des bétails en cette période de préparation de la fête de l'Aïd El-Kébir. Suivant l'élément d'explication avec Moussa Ramdé, notre correspondant depuis Ouagadougou. La crise sécuritaire que vit le Burkina Faso depuis quelques années a eu des répercussions sur les activités socio-économiques du pays. C'est le cas du marché de bétail du quartier Tanguin de la ville de Ouagadougou, où à quelques jours de la fête de l'Aïd, des Burkinabés se bousculent pour s'offrir le mouton du sacrifice. Dans un contexte de crise sécuritaire, le prix des bétails n'est pas du goût des clients. On est venu pour le marché du pays des moutons. Bon, le prix varie. Bon, si c'est les moutons moyennes là, on a des moutons de 100 000, 90 000, 100 000, 120 000. On a la 150 000. Les gros ménages, ça peut arriver les 200, 250. Bon, plus que ça quoi. En tout cas, c'est un peu cher. C'est cher. Une augmentation jugée incompréhensible selon les clients, alors que les vendeurs tentent d'expliquer le lien entre sécurité et hausse du prix de bétail. La question elle est capitale. Non seulement ceux qui acheminent le bétail vers les points de vente n'ont pas de sécurité. Donc pour acheminer le bétail même, ils ne peuvent pas sortir de leur zone. Ça c'est un. Ceux même qui étaient dans les zones dites, en tout cas productrices de bétail, voilà, en tout cas c'est des gens qui ont immigré. Donc ils n'ont pas de terrain, voilà, pour leur élevage. Non pas de terrain pour leur culture, n'en parlons pas d'élevage. Donc ça fait un moins d'abord, voilà, sur le nombre de bétail qui devait arriver. Voilà, donc ça fait que là où il y a la forte demande, automatiquement, vous savez, quand il y a la forte demande, automatiquement les prix grimpent. Aboubakar Kaboré et ses collègues n'ont qu'un seul cri de cœur à l'endroit des autorités burkinabées. Nous voulons qu'en tout cas, ils fassent un effort, en tout cas pour sécuriser ces zones, en tout cas d'élevage là. Voilà, pour que en tout cas l'élevage ne disparaisse pas. Voilà. Depuis les premières attaques en 2016 au Burkina Faso, c'est plusieurs domaines d'activité tels que le tourisme, le secteur informel qui sont fortement touchés par l'impact de cette guerre contre le terrorisme. Après avoir recueilli les avis de plusieurs écrivains dans le monde, le New York Times a publié la liste des villes ayant les belles promenades. Marrakech arrive à la 3e position grâce à un charmant itinéraire en toile d'araignée. Suivant. Il n'y a pas mieux que la marche pour découvrir l'essence d'une ville. Et en cette période estivale, idéale pour vos vacances,
l'une des plus belles villes que vous devez visiter est Marrakech. C'est ce qu'indique le New York Times dans son article du lundi 19 juin intitulé « Cette grande ville, cette grande promenade » après avoir mené un sondage auprès de plusieurs écrivains dans le monde. La ville ocre arrive ainsi à la 3e position derrière Paris et Zerda. Elle devance dans ce classement Séoul, la capitale sud-coréenne, la ville de Sydney en Australie, Saint-Louis aux États-Unis et la ville brésilienne de Rio. La place Jemaa el Fna, les souks, les palais Baya El Bahadi, la mosquée de Kotibia ou encore l'ancien quartier juif de Mela sont autant de lieux qu'il vous faudra visiter, faisant ainsi de votre balade Marrakech une toile d'araignée dans laquelle vous vous perdriez volontiers. Marrakech est coutumière de ce genre de distinction. En 2022 notamment, cette cité fondée en 1070 s'était également classée 3e dans le classement des villes les plus conviviales du monde. L'actualité hors du continent en plus bref, Jean-Yves Le Drian, ancien ministre des Affaires étrangères et ancien ministre de la Défense, envoyé spécial du président français pour le Liban et actuellement à Beyrouth, l'Élysée a indiqué qu'il avait pour mission de faciliter une solution consensuelle et efficace pour sortir le pays du cèdre de la crise électorale dans laquelle il est plongé depuis la fin du mandat de 6 ans de Michel Aoun le 31 octobre 2022. Le gouvernement islandais a annoncé mardi suspendre la chasse à la baleine jusqu'à fin août au nom du bien-être animal, laissant également entendre que cette pratique controversée touche à sa fin, d'autant que la mise à mort de ces cétacés prend trop de temps et s'avère contraire à la loi islandaise, selon un rapport des autorités vétérinaires du pays récemment. Des vidéos diffusées par ces autorités avaient montré l'agonie choquante d'une baleine chassée l'an dernier qui avait duré 5 heures. Enfin, les Jeux Olympiques de Paris 2024 affrontent une première épreuve. Des perquisitions ont eu lieu au siège du comité d'organisation des Jeux 2024 à Saint-Denis et de la Solidéo, l'établissement public chargé des chantiers des sites pour les Jeux. Selon les informations de France Télévisions, les perquisitions sont faites dans le cadre de 2 enquêtes préliminaires ouvertes par le parquet national financier. Voilà, c'est la fin de cette édition. Suivez l'information continue sur notre page Facebook Mediafrique News avec nos différents flashs d'information de 9h, 13h et 18h. Et nous, on se retrouve demain à 20h30. Bonne soirée à tous.